Bonjour à vous toutes et à vous tous pour ce podcast dans son édition numéro 8, je crois aujourd'hui, Business and Leaders, avec mon ami Hicham Lhlou, grand designer, grande icône du design national mais aussi à l'échelle internationale, que j'ai le plaisir d'accueillir avec vous ce matin. Et donc on va essayer de le découvrir dans son fort intérieur et dans son fort extérieur, puisque l'objectif du design, c'est aussi de nous donner de l'émotion à travers de l'extériorité. Hicham, bonjour et merci d'être là. Bonjour Jamel, merci de m'avoir invité. Ben écoute, c'est un plaisir aujourd'hui de t'avoir avec moi. Question d'usage, aujourd'hui c'est qui est Hicham Lhlou? Je ne veux pas que tu me parles tout de suite du designer, mais de l'homme, du père, du mari, du frère. Qui es-tu? Déjà, je suis né le 6 février 73 à Rabat, du signe du Verseau. Et 52 ans depuis février. Voilà, c'est une nouvelle vie qui commence, la jeunesse qui brille dans une nouvelle étape de vie. Et la jeunesse, c'est dans la tête. Hein. Ah ouais, comme a dit Picasso. Ouais. Tout à fait. Exactement, il l'avait dit d'ailleurs dans un événement privé chez lui à la maison. Un journaliste, il était entouré de gens qui avaient 35, 36 ans. Il lui dit hey Pablo, je peux te poser une question. Pourquoi tu as 90 et quelques? Alors, la jeunesse, c'est dans la tête. Si je me souviens bien, le reste, c'est des conneries. Bien sûr. Donc, voilà, le mindset, il faut rester frais dans sa tête, toujours avoir l'éclat et l'émerveillement, parce qu'il il faut maintenir son enfant intérieur. C'est très important. Tout à fait. C'est ça qui fait de nous des personnes magiques. Voilà, donc, aîné d'une famille, j'ai une sœur qui a 2 ans et demi de moins que moi. Qu'est-ce qu'elle fait, ta sœur, dans la vie? Elle est juriste de formation, mais elle travaille pour un grand groupe privé marocain. Et voilà, mon père, ma mère, on a connu une enfance à Rabat, dans une ville qui est particulière, qui continue à l'être, mais qui a beaucoup changé. Et où j'ai fait, où mes parents m'ont mis à la mission, pas par snobisme, c'était par choix. Mon père était un jeune fonctionnaire, t'as pas forcément les moyens. Ma mère était à la maison. Et donc, c'était un choix. Mais mieux encore, ce qu'il avait fait fort, c'est qu'il m'avait inscrit à l'école américaine. Il était visionnaire. Dingue. Voilà, j'étais pas à la crèche, mais la garderie, petite maternelle. Petite maternelle, ouais. Mais bon, je sais pas, des concours de circonstances, une tante qui lui a dit non, les diplômes américains, soi-disant pas reconnus, tout ça. Bon, ils les ont un peu influencés, ils ont changé le mindset, ils m'ont mis à la mission, à Cézanne, Paul Cézanne. Et voilà, après, une vie de famille tranquille, etc. Et voilà, jusqu'au jour où voilà, la cellule familiale a plus ou moins explosé, donc il y a eu un divorce, et donc ça apprend, ça tout le monde le vit. C'est la vie. C'est la vie, et puis voilà, on apprend à grandir autrement, et puis je suis parti du Maroc jeune pour l'internat en France. Et donc, ça m'a appris beaucoup de choses. Tu es parti directement vers l'école de design ou tu as fait autre chose avant? En fait, je suis allé faire l'internat là-bas, déjà pour le collège et le lycée. Je suis revenu, parce que c'était difficile d'être loin de la maison. Et après, je suis reparti. En fait, le design est venu avec déjà l'amour que j'ai toujours de l'histoire. J'adore l'histoire. Je suis quelqu'un qui... J'essaie tant bien que mal d'être toujours cultivé, de me cultiver, de lire, de regarder des documentaires. Je suis quelqu'un de très curieux, donc c'est quelque chose qui alimente ma personne en tant qu'individu et aussi alimente ma pratique du design d'une manière transversale et globale. Et forcément, quand on aime l'histoire, on va vers l'histoire de l'art. On commence à voyager avec ses parents. Pourquoi cette architecture est comme ça? Pourquoi notre civilisation marocaine est comme ça? Pourquoi ce qu'il y a en Andalousie, c'est la même chose qu'ici? On apprend à découvrir que c'est nous. On a laissé un legs qui est inestimable, pas uniquement à l'Europe ou à l'Espagne, mais à toute l'humanité, et qu'on peut parler de civilisation marocaine, parce qu'on parle des morts, les morts c'est nous, et donc des questionnements, pourquoi ci, pourquoi ça, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va, toujours des questionnements en tant qu'intellectuel, c'est quelque chose qui est en moi, qui est quelque chose que je vis tous les jours, des questionnements, et pourquoi on ne ferait pas ça, et pourquoi on n'améliorerait pas ça, donc de fil en aiguille, je suis arrivé à vouloir faire des études dans le design, dans l'architecture d'intérieur et design précisément. Et mon père m'a toujours dit, écoute, tu choisis ce que tu veux faire parce que c'est
à toi de prendre tes choix et prendre tes responsabilités très jeune. Je n'ai pas à t'influencer parce qu'après tu viendras me dire pourquoi ci ou pourquoi ça. Prends tes choix. C'est sûr dans une société où à l'époque, où ça continue quand même encore un peu, même s'il y a quand même des métiers, pas nouveaux, mais des métiers nouveaux par rapport au Maroc qui se sont émancipés. Donc, c'était pas médecin, ingénieur, voilà. À la rigueur, architecte, et encore, ouais, c'était logique. ouais. Mais d'aller faire de l'architecture d'intérieur, un métier de spécialité, de design en plus. C'est une autre histoire. Voilà, donc c'est une autre histoire. Et donc, du coup, voilà, ils m'ont dit, bah, très bien. Moi, je voulais, c'est marrant, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était resté en moi, je ne sais pas d'où. Je voulais aller aux États-Unis. Mon père m'a dit, Niet, tu vas faire des études en Europe, parce que les arts, c'est les grandes capitales. C'est pas que nous, on n'en a pas, mais grandes écoles d'art, c'est plutôt soit la France ou d'autres pays comme l'Italie ou l'Angleterre. Parce qu'on parle français Bien sûr. par Proximité culturelle, historique. Voilà, continuité culturelle, proximité, etc. Donc je suis allé en France comme beaucoup d'entre nous. Et donc voilà, j'ai fait l'Académie Charpentier. Et cette année, ça fait déjà 30 ans que je suis dans le domaine, quoi. Voilà. Quelle est ta doctrine, ton cœur de créativité aujourd'hui? D'où tu pars et pourquoi tu pars de ça? Je lis beaucoup de ce que tu fais et tu essaies de mixer justement l'histoire, la culture, l'identité. Comment t'es venu ça pour pouvoir créer des choses? Bah, c'est une bonne question, merci. Comment ça vient? Ça vient d'un cheminement, toujours un cheminement intellectuel. Déjà, soit ça devient par rapport à une demande. Tu peux avoir un donneur d'ordre, ça peut être le public, ça peut être le privé. Donc là, c'est un donneur d'ordre, c'est un cas spécifique, c'est un projet. Donc avec une méthodologie. Donc c'est une méthodologie, ça veut dire, vient du mot méthodos, donc on l'utilise dans tous les domaines. Ça peut être en fait, c'est vraiment quelque chose qui est complètement lié au domaine du consulting, dans d'autres secteurs. On a en face de nous un donneur d'ordre et on essaye d'écouter et répondre à une demande. Et le design, c'est de trouver des solutions par rapport à un problème posé. Ça peut être, par exemple, je prends l'exemple de la ligne à grande vitesse sur laquelle j'avais travaillé en tant que designer. Je m'étais occupé de la scénographie et design du mobilier de différents espaces et que tout le monde utilise tous les jours. Et donc là, on répond à une demande spécifique. Première ligne à grande vitesse, premier train à grande vitesse d'Afrique. Il y a des espaces la business class, des salons VIP pour les autres, des espaces billetterie et vente, les comptoirs d'accueil, les bancs publics sur les quais. Et donc c'est vraiment avec un système de codification couleur, avec des codes de forme, ça veut dire des lignes bien spécifiques qui doivent être... il faut que ça soit quand même en corrélation avec la vitesse, avec le train. Et donc quelque chose qui s'intègre complètement dans une vision portée par l'ONCF. Et donc ça, par exemple, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment s'intégrer et répondre à des personnes qui travaillent avec toi tous les jours, avec ton équipe. Et vraiment, c'est quelque chose de très pragmatique. Après, il y a mes créations libres. Quand je suis invité à des expos internationales, là, c'est mes créations libres. C'est le manager qui est toujours là, mais c'est l'artiste, le créatif, parce que le design est un domaine, c'est un art appliqué. On fait des études d'art appliqué à l'ingénierie, à l'innovation, au luxe, au management, à différents secteurs, parce que c'est un domaine qui est très large et très transversal. Mais quand je fais des créations libres, c'est pour mon pur plaisir. Mais c'est toujours empreint, comme peut l'être le borak, d'identité culturelle. Le but, c'est pas de folkloriser un objet ou une démarche ou un process. On n'a rien contre le folklore, mais venir s'intégrer dans un process pour rendre la fabrication en série d'un meuble qui peut être un mix entre artisanat ou industrie, même si dans l'industrie, on parle de l'industrie de l'artisanat, parce qu'il faut rendre des produits accessibles au plus grand nombre, de venir faire quelque chose avec un supplément d'âme. Mais même quand tu t'assois dans la business class, le borak, dans les lounges, il y a un supplément d'âme parce qu'il y a une forme, il y a des couleurs, il y a des matières, il y a un mix entre artisanat et industrie. Et quand je crée, par exemple, un objet, c'est pareil, c'est empreint d'identité culturelle, toujours aller vers l'héritage et trouver une juste combinaison avec la modernité. Voilà. Justement, revenons à cette création libre et la genèse de la TR. Ah. Parce que c'est iconique, tu es identifié à tes débuts, entre guillemets, à cette TR. C'était quoi l'idée derrière de revisiter ce design? En fait, il y avait la TR, il y avait le tarbouche, le fameux tarbouche de Fès, il y avait d'autres trucs. Après, je m'étais dit, voilà, j'arrive tout fraîchement diplômé, j'ai travaillé un peu en France, et puis je suis rentré en 97 au Maroc, puis j'entends parler de l'année du Maroc qui se prépare en 98, et puis
par concours de circonstances, de rencontres, tout jeune, hein, enfin, plus jeune plutôt. Et je rencontre quelqu'un à Paris qui était un ancien, par la pure des... Pas la coïncidence, j'aime bien cette citation de Paul Éluard qui dit « Il n'y a pas de hasard avec des rendez-vous ». Donc il y avait ce rendez-vous qui devait arriver, c'est le destin. Et puis il me parle de l'année du Maroc en France. Et donc c'était l'ancien directeur de l'Institut du monde arabe qui était un Marocain, je crois que je me souviens bien, je crois que c'est Bennouna, je crois, qui est d'ailleurs, je ne sais plus s'il est toujours en activité à la CPI, au tribunal international de l'Haye, c'est ça, c'est comme ça. C'était un monsieur assez connu dans ce domaine. Et je me retrouve, encore par un concours de circonstances, Allah yarhamou, encore une fois, Paul Éluard, il n'y a pas de hasard avec des rendez-vous chez Allah yarhamou, c'est Nordine Saïl, dans son bureau chez Canal+. Et il me dit, voilà, il y a l'année du Maroc, il faudrait contacter Mehdi Qotbi. Donc moi, tout fraîchement, je découvrais les gens, je connaissais personne. Donc vraiment, limite mon sac à dos, mon petit bâton de pèlerin, et voilà, je suis designer, je veux m'exprimer. Et il me reçoit, il m'a dit, oui, effectivement, il y a une année du Maroc en France. Et puis, on m'avait dit aussi, par une autre rencontre qui est venue après, voilà, il y a le commissaire général de l'année du Maroc en France, c'est Allah yarhamou aussi, son Excellence Tiajdine Beddo, qui était ambassadeur aussi, et qui me reçoit dans son bureau, je ne connais même pas, et qui me reçoit avec beaucoup de très affable, très sympathique, beaucoup de prestance, Allah yarhamou, et encore une fois, je ne la répéterai pas assez, Paul Éluard, son père était le meilleur ami de mon arrière-grand-père. Voilà, donc... ça aide? Non, ça n'a pas aidé, c'est juste une coïncidence. D'accord. Mais si le mot coïncidence, j'y crois pas tellement, c'était là pour le talent, il avait entendu parler en tant que designer émergent, et de fil en aiguille avec la discussion, il me dit, voilà, c'est qui? On parle de nos familles, à la marocaine, voilà. Il n'y a pas de fils à papa là-dedans, c'est que par mérite. Et incroyable. Donc, et voilà. Après, il y a eu un commissaire qui a été nommé, des dossiers qu'il fallait déposer, une sélection, il fallait attendre que la sélection se fasse. Puis on m'a contacté, et c'est là où j'ai présenté différents objets. Et j'ai travaillé notamment sur le thé, sur le tarbouche de Fès, avec d'autres designers. Et c'était la première expo internationale sur le design au Maroc à l'Institut du monde arabe en 99-2000. Pendant le temps du Maroc en France, qui était quand même une grande date où beaucoup de personnes ont été lancées dans plusieurs domaines, hein, et c'était formidable. Je veux dire, et après, bon, bien sûr, la presse joue son rôle, un rôle de média, parce que nous sommes aussi des médias, nous communiquons sur notre travail, nous partageons de l'émotion et surtout de l'amour, parce que c'est quelque chose qui sort de nos tripes. Et voilà, donc quelques interviews, quelques magazines français et internationaux qui parlent de ton travail. Voilà. Mais si on revient à la revisite du tarbouch ou de la TR, c'est quoi les ressorts que tu as utilisés pour faire émerger quelque chose, justement, une nouvelle émotion autour de ces produits, de notre identité et de notre patrimoine, finalement? En fait, la chose la plus importante à dire, c'est que dès qu'on rentre, on décide de rentrer au pays, on commence à avoir des chantiers, donc architecte d'intérieur, une pharmacie, le salon marocain de quelqu'un. Et puis on est dans une société c'est une société très paternaliste ou maternaliste, pourquoi pas. Hein. Je ne suis pas sexiste du tout. Et il y a toujours besoin du mentor ou pas mentor qui est Allah yaoudi, de Diana, il y a toujours besoin du garant. Et ce qui va t'étonner que même à 52 ans, c'est toujours le cas. En fait, ça, c'est une société qui est comme ça. Parce que tout le monde, tu as fait tes preuves. Hein. C'est un peu infantile. On infantilise un peu la chose. Je pense que tu penses que tu dois partager ça avec moi. Et toi aussi, avec ton parcours, tu as aidé des gens à trouver du job, à être des tremplins, etc. Et donc, j'ai commencé à rencontrer des artisans. À Rabat, à Fès, à Marrakech. Et c'est avec les artisans en dehors des chantiers qu'on fait, parce que le design, ça n'arrête pas un objet, hein, très important de le rappeler, des grands designers qu'on a étudiés à l'époque à l'école, sur lesquels on s'identifiait, pas par rapport au dogme d'une personnalité, mais de dire, voilà, pourquoi moi je ne deviendrais pas designer international, elle est là.
بغيت انا نتشهر با باغ ايغو مي انا بغيت نكون مع هاد الناس هادو اللي قريت عليهم داكشي دونك et donc tu commences à faire tes prototypes, à travailler avec Maline Zilli, j'avais Maline le fer, Maline le cuir, Maline... Donc tu exerces et tu expérimentes. C'est de l'expérimentation. Et on apprend beaucoup de ces grands maîtres parce qu'ils sont gardiens du temple ou gardiens du savoir. Voilà, ils manient, que ce soit le chantier de fil à plomb ou l'artisan l'équerre, ou la règle, ou le compas. Ce qu'on a appris à l'école, la trigonométrie, ben, on est en pleine pratique. Un cercle, c'est un cercle. On prend le compas, l'équerre, il faut faire un angle droit, une droite, c'est une règle. Et ça, on applique ça aussi bien avec l'outil académique, on dessine à la main, mais le dessin provient d'une vision. Oui, mais il ne faut pas trop d'excès sur le mot. Je suis quelqu'un de finnan, mais c'est très pragmatique le design. Le design est un outil de performance des entreprises. Il y a des chiffres qui le montrent. Il aide les nations à être beaucoup plus performantes dans les exportations. C'est le catalyseur d'innovation. On parle beaucoup d'innovation au Maroc, mais le mot design est très peu utilisé ou limite pas dit. Dans le digital, le design est derrière. On parle beaucoup maintenant de gaming au Maroc. Qui design les games, les jeux? C'est des game designers. Qui design des voitures, qui design des tasses de café, qui design des process, qui design avec des méthodologies qui répondent à des besoins, c'est les designers. C'est limite, je peux symboliser le designer comme un leader. Il est leader team, leader, business leader, parce que c'était la thématique de l'émission. Et un des anciens présidents de IBM, J.M. Watson, avait dit « Good design, it's good business ». Ou nos ancêtres avaient dit de la même manière, mais autrement, nos ancêtres. Zouak, tibé. Pas zouak au terme zouak, mais le mindset est plus profond que ça. Et très similaire à good design is good business. On ne design pas pour faire joli. On ne fait pas appel à un designer parce qu'il est cher. On fait appel à un designer pour rendre notre entreprise plus performante par rapport à des process, par des systèmes de management. On parle de design management, de design thinking. On design des objets parce qu'ils répondent à une demande. J'ai déjà designé pour le grand public une bouteille d'eau, des flacons pour de la mayonnaise, du ketchup qu'on peut acheter partout, du thé, des espaces, du mobilier urbain, les abribus blancs de Casa ou les abribus de Marrakech ou de Rabat, je les ai designés. Voilà, donc tout ça répond à une demande. Le design est partout. Le design est partout. Mais c'est un facteur, c'est un élément stratégique et à forte valeur ajoutée. Si on sait l'utiliser, on fait appel à des vrais experts, c'est une valeur ajoutée. Ce que tu es en train de dire et de partager avec nous, c'est que le design n'est pas de la créativité pour la créativité, elle a aussi une vocation business. Bien sûr. À être rentable. Tout à l'heure, tu as parlé à l'époque, je me disais, lèche-la, pourquoi je ne pourrais pas devenir? Oui. L'objet de ce podcast, c'est aussi de partager avec la jeunesse marocaine, celle qui est au travail ou celle qui est en train de se former ou de s'éduquer. Et donc, ce lèche-la, quel est le message que tu pourrais passer maintenant sur cette première partie de ta vie où tu as réussi à t'installer, te poser? C'est quoi les éléments de motivation que tu as trouvés en toi et qui font qu'aujourd'hui, tu es quand même là où tu es arrivé aujourd'hui? C'est quoi ces motivations-là? J'aime beaucoup la question. En fait, quand on est jeune, pour revenir à une partie de la question de comment inspirer ou motiver les jeunes, déjà à l'époque, quand tu commences, c'était jeune, même si on est encore jeune, mais on est dans une nouvelle étape de vie, on a passé un certain nombre d'années et on n'a jamais fini d'apprendre, on apprend tout le temps. C'est déjà quand tu commences, tu n'as aucune référence. Qui va te donner un projet pour commencer? Donc ça aussi, celui qui est en face, celui qui va croire en toi, d'accord, tu as ta petite agence, tu commences à une petite équipe, tu as envie de la développer, tu as envie d'avoir un premier client, un deuxième client, ça va dire. Mais s'il n'y a pas d'éclat de faire confiance, comme quand quelqu'un qui cherche un premier job, bah, il a son premier job, on lui a fait confiance, il va travailler pour faire ses preuves, pour évoluer, etc. Dans un cheminement de design, c'est le même process. C'est comme quand tu fais appel à quelqu'un, tu as besoin de ressources, tu as besoin de quelqu'un dans ton équipe, tu identifies une expertise dans le design, un profil, tu le rencontres et après, voilà, il commence à travailler, il s'exprime, il s'intègre dans un process et puis il travaille. En fait, c'est le même cheminement. C'est comment moi je vais arriver en tant que jeune et faire ma place. J'ai pas de référence, j'ai pas d'argent.
Et en plus, en revenant à une certaine mentalité qui perdure. Hein. J'ai un nom, je m'appelle Hello, donc il y a un mythe. Hello, il est de Rabat, il est peut-être d'origine de Fès. Il y a encore quelques régionalismes, mais peut-être que comme il est de Fès, il doit être ceci ou cela. Et que, la mo, la marchno, qui a dit, le design international, qui est la BOC, la MOC. Tu arrives sur la scène internationale, tu dois faire des coudes et tu dois faire du forceps pour faire ta place. On te juge à ton talent, on te juge à ton discours, on te juge à ta démarche intellectuelle. Et comment tu vas te différencier par rapport à d'autres. C'est ce qui fait une identité. En tant que personne, en tant que nom. Voilà, on sait identifier tel nom dans l'architecture et un autre. Parce que même s'ils sont tous les deux architectes ou un designer, chacun a un vécu, a une démarche, a un intellect et s'exprime à sa manière, mais on utilise tous les mêmes pratiques, les mêmes outils. Mais c'est ce qui fait la différence, c'est notre identité. Donc les jeunes, aujourd'hui, s'ils veulent faire leur place, il faut qu'ils existent par eux-mêmes. Il faut être soi-même. S'inspirer, c'est normal. Tout le monde s'inspire de tout le monde. Mais la maturité, il ne faut pas attendre 50 ans pour qu'elle vienne. Elle vient au fur et à mesure du développement de son émancipation personnelle, de son intellect, etc. Donc si tu veux, ça prend du temps, mais c'est grâce aux personnes. Des fois, on me pose la question, où est-ce que tu vas chercher ton inspiration? J'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup les montagnes, les lacs, les rivières. J'adore ça. Mais j'ai toujours dit, mon inspiration, c'est chez les humains que je la trouve. Pas ailleurs. Si l'humain en face, on passe un bon moment, il y a de l'empathie, on est humain, on est nous-mêmes. Et en plus, le courant passe. Et qu'il y a un jour, on te dit, allô, tiens, il y a un truc, viens, on fait un truc ensemble. Et tu t'exprimes, qu'il y a une confiance qui s'établit, une amitié qui s'établit. C'est comme ça qu'on évolue dans ce domaine et dans d'autres domaines aussi. Moi, c'est grâce à la rencontre avec certaines personnes, pas par juste parce qu'on s'intéresse à ce que je fais. C'est ce qui a permis que je puisse m'exprimer, faire des projets ou des créations, etc. Mais à quel moment la rencontre avec le Maroc, le vrai Maroc, devient un élément d'inspiration chez toi, si c'est le cas? Parce que tu me parles d'humain, mais le Maroc est pluriel. Le Maroc n'est pas Rabat ou n'est pas Casa. Pluriel. Et donc aujourd'hui, est-ce que vraiment il y a cet effort du designer d'aller vers le Maroc profond pour le comprendre, l'écouter, et peut-être aussi rêver pour lui en proposant des objets ou des choses nouvelles? Non, complètement. D'ailleurs, là, je reviens d'Australie. J'étais invité à un événement international à Melbourne. C'est la première fois que j'allais là-bas et c'est quand même le bout du monde. Comme on dit, Bdereja Morshimsh. Et donc, j'ai été invité d'honneur parmi d'autres. Et c'était la première fois que dans cet événement, un Marocain, puis quelqu'un du monde arabe et d'Afrique était invité. On a travaillé conjointement avec l'ambassade du Maroc à Canberra et la chambre australienne arabe de commerce et d'industrie qui est très implantée là-bas et le milieu des affaires et tout. Et je parle du Maroc, je parle de ma terre, je parle de mes inspirations, je parle des voyages que j'ai faits aussi bien à Tiznit qu'au fond fin à Dakhla, ou au Sahara marocain, où j'étais allé à Bni Mellal il y a longtemps, où j'ai interagi avec plusieurs artisans et plusieurs personnes. Et puis même quand tu fais du chantier, tu travailles avec des artisans, que ce soit des marbriers, des plâtriers, qui viennent de toutes les régions du Maroc. Donc tu interagis avec ton pays. Et puis quand tu fais la promotion parmi d'autres de ton pays à l'international, tu parles de ton pays dans tous ses aspects. Tu joues quelque part le rôle d'un ambassadeur. C'est de la diplomatie, du soft power. Et donc on parle de tout ce que le Maroc représente dans sa gastronomie, dans sa cuisine, dans ses territoires, dans tout ce qu'il représente en tant que terre. Est-ce que le Maroc fait suffisamment lui-même pour promouvoir tout ça aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas une frustration de ton côté, puisque tu voyages beaucoup, et de voir que nous avons beaucoup de choses sur lesquelles on peut capitaliser en termes, comme dirait Sa Majesté, de capital immatériel? Ouais. Comment un designer, aujourd'hui, peut contribuer à promouvoir le capital immatériel national, d'abord chez nous? Parce qu'à la limite, l'international, je te fais confiance.
Mais chez nous, comment on peut faire ce travail pour que n'importe quel Marocain, où qu'il soit, puisse être sensible à ces forces que nous avons? Parce que moi, je considère qu'on ne connaît pas suffisamment ou on ne valorise pas suffisamment notre patrimoine. Quel est l'enjeu, d'après toi, avec cette expérience que tu as? Pourquoi on ne valorise pas suffisamment le capital immatériel? Pourquoi on ne fait pas suffisamment confiance aux talents nationaux, etc., etc. Ça revient à ce qu'on a dit juste avant par rapport à une mentalité qui persiste, c'est certain, de penser que le talent n'existe pas chez nous. Parce que moi, je veux le rappeler que si j'ai réussi à devenir international, c'est grâce à mon pays, grâce au Maroc. C'est grâce à mon travail sur place. Je ne l'ai pas fait ailleurs et je suis venu m'installer après l'avoir fait. Et on me le dit, même des personnalités influentes dans le journalisme, des gens qui connaissent ce milieu. C'est quand même pas incroyable, comme d'autres confrères au Maroc ou dans des pays africains, parce que l'Afrique, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et je pense qu'on mériterait Il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se font, il y a des événements, il y a des choses qui se font, mais je pense qu'on devrait mettre l'accent encore plus en motivant et en accentuant la culture de la méritocratie. Malheureusement, la culture de la méritocratie est en deçà, alors qu'elle pourrait être encore plus importante. Et effectivement, comme tu disais, Sa Majesté l'Ainsao, par rapport au capital immatériel, c'est important, parce que le design, les industries créatives et culturelles, et surtout les industries créatives auxquelles on appartient, peuvent jouer un rôle, les designers peuvent jouer un rôle clé pour jouer ce rôle de transmission qui existe, de préservation et de dynamisation par la création et l'innovation. Mais je pense qu'on tendrait à contacter ou promouvoir encore plus les gens qui ont fait les preuves et les associer à des jeunes pour les mettre sur un étrier pour les aider à se lancer. Et je pense qu'on devrait aussi, aujourd'hui on voit beaucoup de fonds, beaucoup d'investissements qui sont faits dans les startups, mais le start-uping dans le design et le financement des designers, parce qu'un créatif quand il commence n'a pas suffisamment les moyens de pouvoir les accompagner pour pouvoir s'exprimer chez eux, travailler sur des projets, développer leur collection, développer leur marque. Il y a beaucoup de choses à faire, mais je pense que la promotion des talents, il y a des choses qui se sont faites dans le passé, mais ça mériterait que ça soit encore plus accentué. Est-ce que c'est pas une industrie d'élite? Parce que plus je t'écoute, j'entends bien sûr qu'il y a des choses qui se font, mais l'essence même d'un pays, c'est de rendre accessibles les choses au maximum de gens. Bien sûr. Là, encore une fois, je parle sous ton contrôle. Est-ce que tu penses vraiment qu'on essaye de rendre accessible l'industrie créative à Aziza ou à Si Mohamed ou à Azad qui habite à Agadir ou à Tanger ou à Tétouan? Ou est-ce que ça reste entre l'entre-soi dans cette industrie? Encore une fois, comment on peut vulgariser ça et comment donner un message de positif, de dire il y a des gamins qui savent dessiner, qui savent réfléchir dans un coin. Comment on peut les aider? Comment on peut les faire émerger? Cette industrie des talents dont tu parles, comment est-ce possible? Parce que moi, je ne vois pas vraiment cette matérialité. Et toi, tu penses que tu es au cœur du dispositif. Bien sûr. Comment ça peut être fait? J'aime beaucoup la question. Je te remercie. En fait, ça répond à... En fait, un designer, d'une manière générale, quand il aime ce qu'il fait et qu'il est du domaine, est militant. Moi, je suis très militant. Ça fait 10 ans que je milite au sein de la World Design Organization. J'ai organisé des événements pour encourager les jeunes dans le passé, Africa Design Award, Africa Design Days, et des choses à titre bénévole, je le rappelle, pour essayer de voir comment créer de l'émulsion. Mais je pense que ta question est intéressante du fait comment structurer, si on peut dire, mieux le marché et permettre à des jeunes, ou même des confirmés comme nous, de continuer à s'exprimer. Certains d'entre nous ont nos agences, on développe des projets. C'est pas si facile, mais on le fait. Mais si on veut, par exemple, prenons l'exemple de cet objet ou d'autres, fabriqués au Maroc, designés par des designers, il faut développer le système de l'édition, comme dans la musique ou dans le livre. Je ne sais pas si on peut citer des marques, oui. Il y a des grandes marques internationales, certaines pour Kiss Design, mais je vais en prendre une qui me vient à l'esprit.
dans le secteur du meuble, ça peut être Roche-Beaubois, Line Rosé, Monroso en Italie, etc. Tu rentres chez ces marques, c'est des designers qui créent pour ces marques. Ils ont le département design maison, mais tout le catalogue, en grande partie, est signé par des collections, par des designers. Et ils reçoivent des droits d'auteur sur les ventes par rapport à... Donc ça s'appelle une cession de droits de commercialisation et de production. Des marques marocaines dans l'édition, il y en a très peu. Je dirais pas quasiment pas, mais il y en a très peu. Qu'est-ce que ces marques demanderaient pour structurer l'offre, si on peut dire, ou le marché, et permettre à des designers confirmés d'apporter leur know-how et leur nom, parce que quand des designers sont reconnus, bah, en termes de marketing, en fait, c'est du co-branding. C'est deux marques qui s'associent, parce qu'un designer devient une marque. Ça aide à venir s'intégrer dans une marque et dynamiser les ventes et créer un vrai business. Si il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent, qui investissent. Imaginez demain quelqu'un ou deux ou trois font ça avec des vraies marques marocaines. Il y en a, hein. Mais qu'on développe ce système d'édition, on permettrait d'une manière très structurée, comme le font les marques à l'étranger, à permettre à des designers confirmés et des jeunes de pouvoir développer des collections et par la même occasion de travailler avec des artisans, de travailler avec des industriels. Ça peut permettre à structurer le marché et avec un écosystème hyper bien réglé. L'écosystème n'existe pas aujourd'hui. Il existe, parce que je peux citer des exemples. Il y a plein d'endroits au Maroc où il y a des quartiers qui sont dédiés à la création, où il y a des designers qui ont leur showroom, qui développent leur collection, qui font des choses comme ça. Ils sont spécialisés dans l'objet ou dans le meuble, ou d'autres qui sont spécialisés dans d'autres domaines. Moi, je suis plus dans le design global et l'architecture d'intérieur et le design industriel. Et l'artisanat, bien entendu, forcément. Je développe beaucoup de collections dans l'artisanat parce que c'est quelque chose qui me motive beaucoup et que j'aime beaucoup faire. Au Maroc, bien entendu, et je signe aussi pour des grandes marques à l'étranger, dans le cristal, dans beaucoup de domaines. Mais ça, pour répondre à la question par rapport au Maroc, il faut juste structurer tout ça. Le Maroc, par exemple, dans le dépôt des dessins et modèles, on est classé parmi les meilleurs en Afrique et dans le monde arabe. Quand on a fait les accords de libre-échange en 2006, il a fallu structurer l'Office marocain de la propriété intellectuelle. Donc ça, on est très bien structuré. Donc quand on design quelque chose, on dépose sa marque, on dépose ses dessins et modèles localement, régionalement, internationalement, dans les régions dans lesquelles on a envie de faire du business. Et ça, il y a des outils. Voilà, il y a un cadre. Mais qui a le lead pour organiser ça? Bah, est-ce qu'il y a un lead? Si on revient à ta question par rapport à designers, des jeunes qui se greffent à des confirmés, bah, il faut développer, par exemple, si on veut prendre le secteur du meuble, il faut développer des marques éditeurs, comme Roche-Beaubois et d'autres, pour permettre d'organiser, de structurer tout ça. Parce que les gens qui ont des marques ont des départements, ils travaillent sur le marché local, ils exportent, ils font les salons. Et on a des offices gouvernementaux qui font la promotion du design et de l'artisanat à l'international au Maroc. Par exemple, la Maison de l'Artisan joue ce rôle-là, dans les grands salons. Donc, par exemple, ils le font dans tous les grands salons, à Paris, à Milan, etc. Et moi, j'ai déjà travaillé avec eux sur une opération à Milan en 2023, qui est le plus grand événement de design au monde. Et à l'époque, le Maroc n'avait jamais participé à ce salon. Et on avait montré ce qui se fait de mieux en matière d'artisanat et de design. Est-ce qu'un designer, c'est nécessairement quelqu'un qui est centré sur lui-même et qui est individualiste et qui travaille seul? Non, complètement pas. Parce que le design est fait pour le plus grand nombre. Il n'est pas élitiste, du tout. Le vrai design, et comme tu as dit, Aziza, c'est Mohamed, Hicham, Jamal, whatever, ben pourquoi pas demain, un salon marocain produit en très grande série pour le plus grand nombre. Les artisans le font, ils produisent pour le plus grand nombre depuis des lustres. Voilà, c'est du design. Mais sauf c'est un design qui a une démarche qui est complètement propre au Maroc, mais on peut considérer ça comme du design. Est-ce que la communauté des designers marocains ou ailleurs, mais restons, puisqu'on est au Maroc, bien sûr. Est-ce que la communauté des designers, c'est une communauté qui se parle et qui travaille ensemble ou qui réfléchit ensemble, ou alors est-ce que chacun est dans son petit coin? En fait, c'est une bonne question. Je pose on se rassemble tous, je sais,
On se regroupe tous avec force quand on doit exposer ensemble dans des événements à l'étranger, quand on est invité, on est très content d'être ensemble, on porte tous haut et fort notre pays que nous aimons et nous faisons notre maximum pour bien le représenter. Et puis après, c'est plus nous qui parlons, c'est nos créations. Après, c'est le talent et c'est la création qui te limite. On se met en arrière et c'est la création, elle plaît ou elle plaît pas, elle va se vendre, elle va pas se vendre, mais elle participe quand même au rayonnement et à un élan. C'est collégial. C'est comme l'équipe de foot. C'est la même chose. Mais par contre, après, comme a dit mon frère et mon ami Ousmane Bey, du Sénégal, de novembre à décembre de l'année dernière, c'était le grand retour du design à la Biennale, de la Biennale internationale d'art africain contemporain, qui était le plus grand événement en Afrique, qui était le premier événement à commencer à l'époque, dans les années... début des années 2000, à promouvoir le design en Afrique et dans la diaspora. Et au fait, cette année, le design est revenu. Il y avait le Maroc, parmi d'autres pays africains frères. Et il disait, je crois, Arte ou je ne sais plus quel grand média, qu'il était nécessaire pour lui, en tant que commissaire de l'exposition, dans la section design, de rendre hommage aux pionniers, dont j'ai l'honneur de faire partie, et de les mettre en interaction avec les jeunes. C'est ce qui se fait en général dans les expositions qui sont bien faites. Et j'avais beaucoup aimé ce qu'il avait dit parce que chaque designer se démène dans son petit coin. Voilà. Donc, une fois qu'on rentre dans notre bureau, dans notre quotidien, comme monsieur et madame tout le monde, on n'est pas des extraterrestres, on n'est pas dans l'élitisme, il faut faire tourner entre guillemets, Oui, voilà. J'entends ça, mais moi je reviens à la dimension du militantisme dont tu parlais tout à l'heure. C'est que j'ai la conviction quand même que le designer, c'est comme une star. L'ego est très présent et que pour moi, le fait d'avoir une communauté de designers qui travaillent ensemble, c'est surtout pour dire comment ensemble, on crée de l'émulation pour attirer un maximum de jeunes, leur donner envie, pour faire perpétuer la tradition. C'est ça qui m'intéresse, moi, dans le sens communautaire. C'était ça le sens de ma question. Et c'est pour ça que je posais la question, qui prend le lead? Je sais qu'il y a une fédération de l'industrie créative, mais je ne pense pas qu'elle joue ce rôle-là. Non, le design n'est pas encore, non. Voilà. Non, mais donc, elle est bien la question. La question, c'est comment demain ça peut être fait? Comme des gens qui ont créé l'école 1337 pour les codeurs. Est-ce que demain, des 5-10 designers se réunissent ensemble parce qu'ils ont une vraie vision militante du pays? Et surtout, à l'aune de 2030, parce qu'on va être regardé par des milliards de gens, et je pense qu'il y a nécessité peut-être, au-delà de prendre des business les uns et les autres sur ça, et ce qui est normal, c'est comment être au rendez-vous d'une souveraineté du design marocain, en fait. C'est ça ma question. En fait, tu as touché le truc là où il fallait, quoi. Parce que c'est vraiment ce que je pense. Tu es un peu chaud à fac sur les bords. En fait, pour revenir à la question, le lead ou le engagement, comme on dit en anglais, s'engager pour la communauté. Bon, il y a beaucoup de choses qui se sont faites depuis. Moi, j'avais, comme je t'avais dit, en 2014, Africa Design Award, en 2015, Africa Design Days. J'avais rassemblé des designers du continent et du Maroc. Mais depuis, il y a eu Casablanca Design Week, il y a eu Tétouan Design Event par l'Institut national des beaux-arts Tétouan. Il y a des concours de design là, qui viennent de lancer là, dernièrement pour tout ce qui est architecture intérieure. Actuellement, c'est un concours qui a été lancé au profit des... Il y a pas mal d'événements qui sont... Il y a beaucoup de gens qui prennent le lead, qui rassemblent et qui essaient de montrer, d'avoir le sens du partage. Ça se fait, ça existe. Ça, c'est la dimension événementielle. Pas événementielle, non, c'est vraiment quand on fait engagement, ça veut dire le fait de se rassembler ensemble pour défendre une cause, les valeurs du design, faire la promotion du design, aller en interaction avec différentes personnes de tous bords et aussi sensibiliser, pourquoi pas, des leaders du secteur public et des leaders du secteur privé, parce qu'on est obligé d'aller leur parler. Bien sûr. Et voilà, et je pense que tu as complètement raison, au grand rendez-vous où le monde entier va nous regarder, il ne faut pas rater le rendez-vous, il faut que nos leaders du secteur public, qui sont en charge de ce grand rendez-vous, se disent, on a des designers, il faut qu'on les contacte tous ensemble et qu'ils créent pour la coupe, qu'ils se rassemblent, qu'on montre nos talents, qu'on fasse la promotion de nos talents, aussi bien pour des choses qui vont se vendre pendant la coupe, aussi bien pour des hôtels qui vont se faire, aussi bien que ce qui va se vendre dans ces hôtels, aussi bien comment les villes vont être aménagées. Il faut, effectivement, tu as raison, appeler ces gens et mettre en exergue
la culture de la méritocratie. Brena, on a les talents d'Yenna. Tabarakallah, on a les talents. Et notre équipe de foot a montré en 2022 au Qatar qu'elle était là, qu'elle était au rendez-vous et qu'elle a marqué le coup et elle continue à marquer, alhamdoulilah, le coup. Je pense que dans le secteur du design, comme tu disais, des personnalités internationales dont je fais partie, peuvent jouer le rôle d'apporter avec eux la jeunesse, mais on a besoin qu'en face, qu'ils fassent le premier pas et qu'ils viennent vers nous. C'est très important. Justement, tout le monde me pose la question, dis-moi, tu travailles sur la coupe? Je dis non. Ah bon? Non. Mais peut-être que, je l'espère, d'autres consoeurs, d'autres confrères qui le font. Mais ça serait bien, je trouve que ton idée est très bien, de rassembler ces talents à l'unisson, de laisser personne de côté et de dire on va les promouvoir. Alors justement, dans le cadre de cette dynamique-là, et là encore une fois, je m'adresse à l'homme, et dis-toi qu'il y a des jeunes qui sont en cours d'études dans le design, dans les écoles marocaines ou à l'étranger, qui vont certainement regarder ce podcast. Quel est le message personnel, je dis bien personnel et pas institutionnel, que tu pourrais leur envoyer et leur donner pour qu'ils persistent dans leur passion, dans leur vision, qu'ils se battent pour justement prendre le relais dans le futur? Il faut croire en ses rêves, il faut s'exprimer, il faut travailler. Moi, j'observe un peu pas mal de jeunes qui sont arrivés dans le domaine du design, qui font un super boulot, franchement, chapeau. La communauté grandit de plus en plus du design au Maroc, largement du design en Afrique, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes complètement africains et que le Maroc est complètement dans son continent, et que les jeunes qui ne sont pas au Maroc, mais qui sont de la diaspora, essayez aussi, travailler en réseau, faisons du co-lobbying, faisons du co-militantisme, travaillons ensemble, tenons-nous la main pour être plus forts. J'aime bien cette citation africaine qui dit à plusieurs, je crois qu'on va plus loin. Tout seul, on peut avancer, mais je pense qu'à plusieurs, on va beaucoup plus loin. Et je pense que c'est une culture aussi sur laquelle on devrait encore plus mettre l'accent. On n'a pas ce côté, je l'ai remarqué par mon parcours personnel, il y a des gens, des fois des Marocains dans la diaspora qui sont très influents dans certains pays, mais on n'a pas cette culture de c'est quelque chose qui existe, mais c'est sporadique. On a une énorme diaspora, je crois qu'on est 6 millions dans le monde, rien que les déclarés, dans les consulats et les ambassades, peut-être qu'on est beaucoup plus nombreux, c'est peut-être pas loin de 10 millions, ce qui est énorme. On devrait s'asseoir ou se connecter au réseau mutuellement des deux côtés pour qu'on fasse un gros travail de promotion de nos talents, etc., parce qu'on pourrait faire un gros travail. Et je pense que, si je ne me trompe pas, Sidna Al-Insra avait fait un appel aux Marocains du monde en leur disant « Il faut venir investir dans votre pays, vous êtes chez vous, apportez une dynamique, apportez votre réseau. » Et je pense qu'il faut y croire. Il faut croire en ses rêves, il faut se battre. C'est la passion. Mais tant qu'on a la passion, on y va. Je veux dire, tu te lèves le matin, tu es content de te lever et de te dire « Ouais, chouette, je fais du design, je m'exprime, on m'a contacté pour une expo, je vais inviter des jeunes à participer avec moi dans cette expo. » On essaie de faire tant bien que mal, d'essayer de rassembler toujours. Et puis je pense que le rendez-vous, comme tu as dit, de 2030, c'est un rendez-vous qu'on ne doit pas rater, quoi. Écoute, merci beaucoup pour cette conversation fort agréable. Merci à toi. Chers amis, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast avec Hicham Lhlou. Vous l'avez compris, le design est partout. Le design, c'est d'abord une passion, c'est aussi l'expression de rêve, c'est rendre matériel des choses qui sont parfois immatérielles et surtout ne jamais sortir de l'identité de notre culture, de notre patrimoine, parce qu'à travers le design, on exprime finalement une société, un faire société ensemble, et l'immatériel, c'est aussi ce qui nous réunit. Donc merci et à très bientôt.